Bonjour, alors désolé pour le problème informatique. Donc moi je travaille en Suisse, j'ai une formation horticole, je travaille depuis 25 ans en tant que responsable des essais plantes aromatiques à la station Agroscope. Donc Agroscope c'est plus ou moins l'équivalent de la recherche publique agronomique en Suisse. C'est 1000 employés mais sur toute l'agronomie, aussi bien les aspects économiques, écologiques, production végétale et animale. Moi, je dépends surtout des sites de production végétale et je travaille dans une petite station qui se trouve dans les Alpes, en Valais, à plus ou moins 1 heure de Chamonix. On est dans la région de Sion, capitale du Valais. Là, on a 35 employés, à peu près 25 plein temps, sur 3 secteurs: l'arboriculture, la culture maraîchère sous serre et un secteur qui s'occupe des plantes médicinales. Pour les plantes médicinales, concrètement, on a à peu près 3 personnes en plein temps. L'été, c'est clair, ça en double de personnel avec les stagiaires et les doctorants et compagnie. Voilà. Donc on m'a demandé de parler de plantes alpines à vocation cosmétique. Et puis j'ai essayé de construire un peu un exposé qui cadre un peu avec le thème d'aujourd'hui, vendre autrement, produire autrement. Et on verra qu'il y a pas mal de redondance avec ce qui s'est dit ce matin. Donc un peu des infrastructures qu'on a comptées, c'est des infrastructures classiques horticoles, un peu comme à l'image de ce qui se fait ici, c'est-à-dire des serres, des champs, des plus pleins champs. On a un séchoir pour les plantes médicinales, c'est le séchoir inox que vous voyez sur l'image en haut à droite. On a plusieurs laboratoires. Alors les laboratoires, on en a de mycologie, on a des laboratoires qualité pour les plantes aromatiques. Donc, qualité simple, c'est surtout des analyses d'huile essentielle, des analyses de mucilage. On peut analyser aussi, faire des extractions pour l'acide rosmarinique par exemple. On a un laboratoire in vitro, on a un laboratoire sensoriel et on a aussi un laboratoire qui s'occupe de la qualité, mais plutôt pour les fruits, là où on fera des analyses d'acidité, de Brix et aussi des antioxydants. Donc ça c'est un peu nos champs d'activité, là je vais passer assez rapidement. Donc c'est soit sélection, soit l'appui technique, la qualité et puis un petit peu de formation. Sur le site de Comté, il y a un autre organisme qui s'occupe de plantes aromatiques qui est Mediplan, qui est un organisme semi-privé, qui est dirigé par un Français d'origine du moins, qui est établi en Suisse depuis quelques années, qui a transité par l'ITED Maille notamment. Et Mediplan travaillent aussi sur les plantes alpines, mais sont surtout connus pour les travaux menés avec Artemisia annua, qui est une plante qui a des vertus, qui a des propriétés assez intéressantes contre la malaria. Ici, on voit une production de semences sous serre d'Artemisia annua à forte teneur en artémisinine. Et sur le site de Comté, il y a un nouveau acteur qui s'est installé l'année passée. C'est un incubateur d'entreprise, donc c'est un outil de promotion économique régionale. C'est un incubateur de jeunes entreprises qui aide et évolue aux dérivés de plantes et notamment aux plantes qui s'appelle le phytoarc. Et on a aussi beaucoup de contacts avec la haute école de Sion, donc au niveau avec les hautes écoles. Voilà, 2 mots sur la production en Suisse. En Suisse, je pense que ça correspond même. Ça correspond à un petit département en France en termes de production, assez loin des chiffres de la Drôme. On parle de 250 à 300 acteurs, ce qui correspond à 150 à 200 hectares de culture pour toute la Suisse. Les particularités un peu, généralement, pratiquement dans tous les cas, c'est des agriculteurs qui font ça à temps. C'est des agriculteurs souvent à plein temps, mais les plantes médicinales, c'est une partie de leur activité seulement. En général, ils sont en coopérative, et peut-être une des particularités, c'est qu'il y a beaucoup de ces coopératives qui ont une production contractuelle. C'est-à-dire qu'au sein des coopératives, ils discutent avec les grands acheteurs suisses, qui sont, on voit sur le schéma à côté, entre autres Ricola et Kenel. Ils se répartissent les contingents et fixent les prix. Voilà, alors je vais en venir directement au cœur de l'exposé qui est les plantes alpines. Qu'est-ce qui intéresse les acteurs du marché cosmétique dans les plantes alpines? Ben, c'est les mêmes choses que dans les autres plantes, c'est tout ce qui
qui protège de près ou de loin la peau et qui ralentit le vieillissement. Hein. Et puis là-dedans, les plantes alpines, leurs atouts, c'est clair que c'est des... Pour la cosmétique surtout, il y a un gros avantage en termes de communication, c'est assez facile de communiquer. Elles sont synonymes de rareté, de pureté. C'est aussi des plantes qui sont en général qui sont belles. C'est un champ assez intéressant pour les phytochimistes pour trouver des nouvelles molécules. Et puis, ça permet aussi de valoriser certaines connaissances en endobotanique. Souvent, les plantes qui étaient utilisées, enfin, on peut dire pratiquement toutes les espèces qui étaient utilisées pour soigner les blessures, elles peuvent être reconverties dans les cosmétiques. Donc, j'en viens un peu avec des exemples un peu concrets de ce qui se fait. Hein. Ici, on a une plante assez connue des Savoyards et des gens de l'arc alpin qui est le génépi. Donc là, on est vraiment... On voit les raisons de passer à la culture. Donc normalement, le génépi a plutôt vocation pour les liquoristes, mais il y a aussi des extraits qui sont pour l'industrie cosmétique. Donc le génépi est complètement interdit de récolte en Suisse et en Italie. Et en France, c'est fortement réglementé. Donc c'est une des premières raisons de passer à la culture. La deuxième raison, c'est pour abaisser les coûts de production. De toute façon, en cultivant, on va arriver à une production au meilleur marché. Un troisième intérêt de cultiver, c'est de connaître le chémotype. On sait que dans les thym, on a des familles chimiques, des races chimiques, mais maintenant on a démontré que ça existait dans de nombreuses autres plantes, notamment le génépi. En plus, dans le génépi, on était parti d'abord avec des acteurs qui voulaient mettre ça dans l'alimentaire et on a essayé de baisser le taux de thuone, qui est la même molécule neurotoxique qu'on trouve dans l'absinthe. Donc on a des variétés à faible teneur en thuone, mais en tout cas on peut maîtriser le génotype par la culture. On peut maîtriser aussi le stade phénologique de récolte. Là sur le génépi, il y a des travaux qui ont montré que par exemple le stade, le maximum d'huile essentielle, la teneur maximum d'huile essentielle était obtenue juste avant la floraison. Mais par contre, le maximum de rendement en huile essentielle, donc si on faisait un rapport entre la biomasse et puis la teneur en huile essentielle, c'était après floraison. Donc pour le paysan, les continues de récolte, c'est récolté juste après le point de pleine floraison. Pour avoir le maximum, pas le maximum de teneur, mais le maximum de rendement à la surface. Hein. Un autre exemple qui a été relativement bien connu, c'est l'Edelweiss. Et puis là, je vais parler un peu de comment se passe en général une domestication d'une plante alpine. En général, il y a une demande qui vient de l'industrie, qui se base souvent sur des publications en phytochimie. Du côté des sélectionneurs, on va regarder un peu ce qu'on a comme matériel génétique de base. Souvent, pour les plantes très très rares, on va prendre des semences directement en nature. Pour des plantes qui sont déjà cultivées chez les producteurs de plantes vivaces, on va voir aussi ce qui se fait de son côté. En Edelweiss, finalement, c'était le choix parce que les plantes vivaces, les producteurs de plantes vivaces avaient déjà pas mal travaillé cette plante et les variétés horticoles étaient nettement plus vigoureuses, par exemple. Les études phytochimiques se poursuivent avec le matériel collecté. Après, souvent sur les plantes alpines, il y a des travaux sur la germination des semences. Ça n'a pas été le cas sur les Edelweiss parce que c'est une espèce qui germe très facilement. Mais on commence à tester ça en culture sous forme agronomique. Les Edelweiss, la culture était déjà bien connue des jardiniers. Par contre, après, s'il faut planter ça au champ, s'appliquer à la machine, désherber, il y a toutes sortes de paramètres qui entrent en ligne de compte. Et on arrive à des tests culturaux, souvent à échelle 1-1 sur des surfaces de quelques arbres, quelques dizaines d'arbres. Et là aussi, avec les cosmétiques, en Suisse, souvent ça se fait avec contrat. Il y a même des exemples où les contrats se font pour que les risques soient quasi nuls pour les nouvelles espèces où les mandataires payent à la surface. C'est-à-dire qu'ils prennent presque
plus de risques que l'agriculteur. Donc les enjeux qui tournent là autour, c'est toujours répondre à une demande, évaluer la variabilité morphologique et phytochimique d'une espèce, notamment voir si la phytochimie en culture correspond à ce qu'on a en nature. Bon, évaluer la faisabilité, ça c'est en parallèle. Définir un itinéraire cultural, pour un peu les pérennités de ces cultures, parce qu'il y a certaines plantes alpines dites vivaces qui se comportent très mal en culture, qui ne sont pas très pérennes, et d'autres pour lesquelles ça va très bien. Définir aussi les stades et les organes de récolte. Là on parle d'études cinétiques, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour le génétique, voir à quel moment on va avoir le maximum de molécules actives, enfin en tout cas de molécules recherchées par le mandataire. Essayer de définir un peu les coûts de production pour passer de ce stade expérimental à un stade où on peut mettre des prix au kilo de matière produite. Et puis aussi sélectionner un génotype stable pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est que l'industrie a horreur de travailler avec des choses variables. Surtout dans les cosmétiques, ils veulent à tout prix avoir un extrait qui soit le plus stable possible. Paradoxalement, ils recherchent des plantes qui soient belles, qui sentent bon, mais les extraits, ce qu'ils leur demandent, c'est d'être inodores et incolores. Voilà, donc je reste sur le modèle de l'Edelweiss parce que là on voit un peu un schéma complet où on est parti des plantes de nature, on arrive assez vite à la cultiver. Comme j'ai dit, ce n'est pas une plante qui a été difficile à cultiver, donc là on voit une parcelle qui est cultivée en rang, tout ce qui se fait traditionnellement en culture maraîchère, on pourrait dire. Et on a produit assez rapidement une variété qu'on a baptisée Bessia, qui est commercialisée. Parallèlement, l'industrie qui nous a demandé ça, qui s'appelait Alpaflor, elle a développé son extrait. Alpaflor, pour expliquer un peu comment ça se passe en cosmétique, je pense qu'en France c'est relativement pareil, d'ailleurs ils travaillent avec des Français, c'est que c'est très segmenté. L'entreprise qui fait l'extrait, c'est une petite entreprise de 4-5 employés. Elle appartient à un grand groupe suisse, Pentafarm, qui il y a déjà quelques centaines de personnes, qui lui-même appartient à DSM, qui est 25 000 personnes de l'industrie chimique dans le monde. Et ces extraits, c'est les mêmes que vous allez retrouver en tout cas à ma connaissance, tout ce qui se fait à base d'Edelweiss en Suisse, mais je pense même je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres acteurs qui font d'extraits d'Edelweiss. Avec relativement quelques milliers de mètres de culture, ils vont reventiler ce produit dans tous les gros acteurs qui sont après avec les vitrines commerciales de l'industrie cosmétique ne sont pas les mêmes qui font les extraits en général. Avec ça peut partir chez L'Oréal ou chez... Voilà. Et finalement, l'Edelweiss, on a sélectionné cet Edelweiss au début des années 2000, mais les gens qui nous avaient demandé ça continuent à étudier la phytochimie, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'étude ne s'arrête pas avec la culture. Et une équipe autrichienne, en collaboration avec des gens de Pentafarm en Suisse, un laboratoire français et des gens de l'Union de Bologne, ont isolé des nouvelles molécules. Ils ont isolé entre autres l'acide qu'ils ont baptisé l'acide orthopodique en 2005. Donc pour dire qu'on ne connaît jamais la composition totale d'une plante, et c'est des études qui sont en perpétuel mouvement. Voilà. Monsieur Gros m'a demandé aussi de parler, d'orienter un peu mon discours sur produire autrement, pour essayer de donner des idées, et on va voir que finalement les idées sont un peu les mêmes partout, parce qu'on ne peut pas toujours réinventer la roue. Donc mon expérience, j'essaie d'illustrer ça, comment on allait cultiver des plantes alpines, utiliser l'outil serre pour les plantes alpines. La première chose, c'est pour allonger la saison et dans toutes les phases de multiplication.
J'ai pris d'autres petits exemples exotiques que j'ai eu l'occasion de voir au cours de ma carrière pour implémenter tout ça. Entre autres, ici, sur une culture de rhodéola, on voit un abri qui est monté sur roue, qui était un outil destiné à protéger les plantes, à faire du stress hydrique, mais on pourrait utiliser ça comme une protection mobile contre les précipitations. Au milieu, on n'a pas à faire une plante alpine, puisque c'est des théiers en Toscane, mais c'était pour montrer que aussi la protection, mais sous forme d'ombrière. Donc le thé, c'est pas encore une plante alpine, bien qu'il y ait des petites cultures en Suisse, dans le canton du Tessin, dans des endroits très abrités. Mais l'ombrière, par contre, est utilisée soit pour produire du ginseng en Suisse allemande, soit pour certaines plantes alpines de sous-bois, comme la sanicle qu'on a vu tout à l'heure. En général, on utilise des tunnels plus bas, mais c'est un outil qui peut être utile pour des plantes à écologie un peu spéciale. Après, il y a bien sûr toute l'horticulture moderne où il y aurait des applications, on va voir tout petit exemple tout à l'heure. Mais là, il faut déjà avoir des plantes à très très forte valeur ajoutée pour passer à de l'éclairage, à de la serre-vert, à de l'hydroponie, ou même on peut passer à du CO2. Voilà, alors ici c'est un exemple de plante alpine cultivée en serre. Ça c'est un essai qui est fait par mes collègues Mediplant, que j'ai présenté tout à l'heure. C'est pas des essais qui dépendent de moi. Mediplant a cette particularité qui est semi-privée, donc là il y a une certaine confidentialité sur les résultats et sur les modes de culture. On peut communiquer sur les espèces qui cultivent, par contre on ne sait ni qui est le mandataire, ni comment sont faites vraiment ces plantes, mais là on voit une plante typiquement alpine qui est cultivée sous serre. L'avantage, c'est clair, c'est qu'on n'a plus de problème avec la mauvaise herbe, l'inconvénient c'est le coût de l'infrastructure. Un autre exemple de culture sous serre qui a eu lieu il y a quelques années, et puis là on est vraiment dans cette sorte de produit autrement, où on ne produit plus pour la cosmétique, mais on produit une plante alpine pour la fleur coupée. Et là, c'était un exemple, il y a eu tout un programme sur une plante alpine pour faire couper, majoritairement en sol, mais là c'était un exemple qui était sur pain de coco. Donc les résultats étaient assez bons, si ce n'est que la variété n'était pas très adaptée, trop florifère, il y avait trop de deuxième choix par rapport au premier choix. Pour la faire couper, il faudrait peut-être avoir des tiges plus épaisses et puis peut-être une production plus échelonnée. Et puis aussi un des problèmes qui a été rencontré en serre, c'est des nouveaux, des ravageurs de serre pour trouver une nouvelle nourriture. Donc il y a eu pas mal de problèmes avec les pucerons et les trips. Dans les sources d'innovation, on n'a pas été très loin, mais ici c'était un exemple qui était un travail de doctorat d'une fille qui travaille en phytochimie. C'est essayer d'activer certaines métaboliques secondaires en occasionnant des stress. Là, on a essayé de traiter des sanicles avec l'acide jasmonique pour augmenter les antioxydants. À ma connaissance, il n'y a pas eu des gros résultats sur cet essai, mais il y a pas mal de pistes, d'autres pistes qui se font encore à niveau expérimental, que ce soit avec des éliciteurs, avec des acides aminés, avec des mycorhizes, comme on a parlé tout à l'heure, ou d'autres phytostimulants. J'ai pris un exemple aussi de détournement d'une plante qui est dite plutôt néfaste pour l'environnement, mais notre partenaire qui produit l'extrait cosmétique produit un extrait à partir de Buddleia davidi. Il y a d'ailleurs une petite culture qui évolue à cet effet. Donc dans le Buddleia, il y a une molécule qui est le verbascoside, qui a un très fort pouvoir antioxydant. C'est une molécule qui a été d'abord décrite sur verbascum, mais qui est dans beaucoup de plantes. Et finalement, on voit qu'une plante, ça dépend toujours de quel facteur on le regarde, elle peut être utile ou évasive. Là, on voit aussi des avantages
de la cultiver parce que finalement dans les récoltes, elle ne fleurit jamais. Les récoltes les feuilles avant la floraison. Donc voilà, pour montrer, c'était surtout pour montrer qu'il fallait garder l'esprit ouvert. Alors on en a pas mal parlé ce matin et puis j'ai mis ça aussi pour produire différemment. Donc ma collègue, ma chef qui travaille beaucoup sur les petits fruits, on voit un assez fort développement, notamment des myrtilles en Suisse, mais c'est aussi d'abord un développement pour les qualités gustatives, mais c'est aussi un champ qui intéresse beaucoup les alicaments, l'alimentation fonctionnelle. C'est une source d'antioxydants énorme. On a eu pour Ricola des essais de Calmer et des REL, qui ont donné des résultats assez bons, mais on ne peut pas concurrencer les Canadiens. Il y a les baies d'aronia qui sont très cultivées en Suisse, comme elles cultivées en Suisse maintenant. La myrtille, c'est ce qui est plus cultivé. On a en cours des essais de camérisier et de goji. Et il y a des petites productions d'arbousiers et d'églantiers pour des fins cosmétiques, par exemple. Mais on voit que c'est quand même une tendance en fait de rechercher des molécules en lien avec la santé dans les petits fruits. Là encore juste un petit mot sur le gobelet de yogourt qui est dans le pot de myrtille. C'est un piège à Drosophile suzuki. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler de cet insecte qui cause beaucoup de problèmes et de soucis à tous les producteurs de baies rouges en Europe actuellement. Voilà. Alors maintenant encore deux dias sur vendre autrement. Donc normalement dans la station de recherche c'est pas là où on vend, mais j'ai quand même essayé de dire deux mots là-dessus. Alors quel avantage de vendre sous forme d'agriculture contractuelle? Il y a des avantages qui sont autour de la sécurité, des garanties financières, de partager les risques entre agriculteurs et acheteurs, mais par contre il y a des inconvénients. C'est souvent un frein à l'innovation. En Suisse, s'il y a des gens qui connaissent un peu, il y a une situation qui est assez bonne avec Ricola qui achète et qui garantit d'acheter pas mal de plantes aromatiques. Par contre, en fixant des prix relativement hauts, c'est une limite à trouver des nouveaux marchés parce que c'est difficile il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui veulent payer les mêmes prix. Et souvent, quand c'est confidentiel, notamment avec les cosmétiques, il y a aussi une partie des résultats qui ne peuvent pas être publics. Voilà, dans l'autre slide que j'ai décidé dédié à vendre autrement, j'ai mis un peu de tout ce qui tournait là autour. Je pense que ce matin on a pas mal évoqué, donc mise en avance de la région, couplage avec l'agritourisme, la vente directe, créer de la valeur ajoutée, des sites internet. Mais je dirais que ce que j'ai constaté qui a pris énormément d'importance ces dernières années, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de la traçabilité, de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. On voit que de plus en plus il y a des normes qui arrivent, des normes microbiologiques, des normes en termes de résidus, et ça demande... Donc c'est une contrainte pour l'agriculteur, mais c'est aussi un passage obligé pour bien vendre sa marchandise, et ceux qui font bien le travail peuvent valoriser leur marchandise. Donc, je pense que c'est même inévitable, mais il faut être conscient de ça. En conclusion, alors je dirais que l'industrie cosmétique est friande de nouvelles sources de molécules. Les plantes alpines s'inscrivent bien dans cette offre. Une filière, alors je ne vais peut-être pas assez insister, c'est qu'en Suisse on a vraiment une filière, c'est plus facile parce qu'on est petit, mais on a une filière où tout le monde se connaît et il y a des bons rapports de confiance et ça c'est important. On a parlé du réseau ce matin, c'est exactement ça. Ça permet de construire des choses pérennes au moins à moyen terme. En fonction du but final, la production d'une plante cosmétique, elle peut être localisée soit en montagne, soit tout en serre. Finalement, les serres et les tunnels peuvent jouer un rôle assez intéressant, voire même des géotextiles, des agrides dans certains cas.
Et puis la communication et la commercialisation elles doivent être en adéquation avec le mode de production. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non.